merci Madame la Présidente de l'association et de ce premier congrès d'infectiologie de me faire l'honneur d'être là aujourd'hui. Je tenais aussi à remercier le docteur Yousra Karabi, qui est une infectiologue éminente de notre pays et avec qui c'est un vrai plaisir de travailler. Donc merci mille fois Yousra. Et puis merci de la présentation que vous m'avez demandé de faire, parce que je pense que c'est un sujet très important et qui doit, si besoin en était, permettre de souligner encore l'importance de la vaccination, et ici dans la prévention du cancer. Alors, quand on s'intéresse à la question des cancers induits par les maladies infectieuses, en fait, on considère que c'est environ 12% des cancers qui sont liés à une infection, soit 2,3 millions de nouveaux cas par an de cancers liés chez l'homme à des infections. Les causes sont diverses. Il y a des causes bactériennes et parasitaires. On connaît bien en particulier Helicobacter pylori ou la bilharziose, mais en fait la majorité sont des causes d'origine virale et on estime que c'est environ 64% des cancers qui sont attribuables à une infection par un virus, en particulier donc l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, dont on a déjà parlé ce matin, mais également le papillomavirus et l'Epstein-Barr virus. Et puis, on doit aussi souligner le fait que l'infection par le VIH, liée à l'immunodépression qu'elle entraîne, va augmenter aussi la survenue d'un certain nombre de cancers. Alors sur ce tableau ici, vous avez en fait par ordre de cancer, le nombre de cancers liés à des infections virales pour chacun des virus qu'on a énoncés juste avant. Donc vous voyez que celui qui vient en premier, c'est le papillomavirus ou les papillomavirus, sur lequel on va revenir. Et on estime que c'est environ 730 000 cas de cancer par an. On va avoir ensuite l'hépatite B, avec environ 380 000 cas, puis l'hépatite C, et ensuite l'EBV, je vais dire, c'est le plus simple, plus les herpesvirus, donc l'EBV, mais aussi HHV8 qui est responsable du Kaposi, et puis HTLV1 qui est un rétrovirus et qui donne en particulier des leucémies et des lymphomes. Alors nous, on va s'intéresser ici dans un premier temps aux infections virales pour lesquelles il existe déjà des vaccins et pour lesquelles on a déjà beaucoup d'informations sur l'efficacité que ces vaccins vont pouvoir avoir vis-à-vis de la survenue des cancers. Et en premier lieu, on va commencer par HPV, en rappelant très brièvement les caractéristiques de ces infections. Donc c'est un virus à ADN, il est connu depuis les années 40, donc c'est un virus qu'on connaît maintenant depuis longtemps. Et son rôle dans la survenue du cancer du col de l'utérus a été mis en évidence en 1983 par le professeur Hausen, qui lui a valu le prix Nobel de médecine en 2008. Alors, il n'y a pas un papillomavirus, mais on dénombre à peu près 200 génotypes différents. Et parmi ces 200 génotypes, il y en a 12 qui sont oncogènes et 8 autres possiblement également oncogènes. Au total, ce sont 5% des cancers dans le monde qui sont HPV induits. C'est la très très grande majorité des cancers du col de l'utérus. On verra que c'est pour ça qu'on pense que peut-être un jour on arrivera à éliminer le cancer du col de l'utérus, en partie grâce à la vaccination. Et en France, on a encore environ 1000 morts par an qui sont liés au cancer du col de l'utérus. Donc c'est un cancer qui est évitable, mais lorsqu'il est déclaré, c'est un cancer qui est particulièrement difficile à prendre en charge. Et on a donc des vaccins qui sont maintenant disponibles depuis bientôt 20 ans. Alors, les infections qui sont liées à ces virus, c'est donc des infections sexuellement transmissibles. On considère que c'est l'infection sexuellement transmissible virale la plus fréquente et que les 3/4 des hommes et des femmes seront infectés au cours de la vie. C'est un virus qui est extrêmement contagieux. On a l'habitude de dire qu'un seul contact suffit et on estime que le risque de transmission au cours d'un rapport sexuel, il est d'environ 40%. Ce qui est important, et c'est important dans la politique de vaccination, c'est que ces infections, elles surviennent très précocement au cours de la vie, et donc on a des données qui montrent que le pic des infections survient entre 15 et 25 ans chez la femme. Donc sur cette diapositive, vous avez les données concernant donc,
infections et les cancers HPV induits, et donc ça c'est des données françaises. Donc on connaît très bien les données concernant le cancer du col de l'utérus, mais ce qu'on voit très bien sur cette diapositive, c'est qu'en fait les cancers HPV induits touchent non seulement la femme, mais aussi l'homme, et ils comportent non seulement les cancers génitaux, avec les cancers du col de l'utérus, le cancer de la vulve du vagin, mais aussi le cancer de l'anus, le cancer du pénis chez l'homme, et puis de plus en plus aujourd'hui, le rôle de l'infection HPV est mis en évidence dans les cancers ORL, très probablement en lien avec les modifications dans les pratiques sexuelles. Et les ORL aujourd'hui nous alertent sur le risque de ces cancers, de ces infections et la survenue de plus en plus fréquente de ces cancers ORL HPV induits. Donc on voit bien que la vaccination HPV, elle est importante non seulement pour le cancer du col de l'utérus, mais en fait son bénéfice va s'étendre bien au-delà du cancer du col de l'utérus, des cancers génitaux, avec un impact potentiel sur la prévention des cancers des voies aériennes supérieures. Alors, c'est un cancer qui par ailleurs est un cancer qui va toucher de façon assez hétérogène et avec des grandes inégalités sociales les différentes populations. Donc c'est, le rappelait le directeur de l'OMS, un cancer qui est un des plus facilement, pour lequel on a le plus facilement la prévention, mais pour lequel, et on voit très bien sur cette diapositive, la prise en charge, le dépistage et la prise en charge est très inégale dans le monde, avec en particulier pour les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne en particulier, des prévalences qui restent extrêmement élevées, et là aussi bien sûr lié au fait que l'accès à la prévention et au dépistage est bien sûr de beaucoup moins facile. Alors le principe de la vaccination, pourquoi ça marche, on va le voir aussi bien ce vaccin, parce qu'en fait on va, avec la vaccination par voie parentérale, on a des vaccins qui sont extrêmement immunogènes, qui permettent d'induire la fabrication d'anticorps à des titres extrêmement élevés, et ces anticorps en fait vont passer la barrière muqueuse ici par transsudation, on a beaucoup parlé aussi de ça pour le Covid, et ils vont permettre donc de neutraliser le virus et d'empêcher l'infection de la muqueuse génitale ou également de la muqueuse ORL. Les vaccins sont des vaccins qui reposent sur des technologies classiques, des plateformes vaccinales classiques, puisque ce sont ce qu'on appelle des vaccins de type VLP, pour Virus-like Particle. C'est aussi pour ça que le vaccin est aussi immunogène. En fait, la protéine qui est utilisée, qui est fabriquée par Génie Génétique, c'est la protéine d'enveloppe du virus, qui va ensuite pouvoir s'auto-assembler, et donc elle va se présenter au système immunitaire comme un virus, sauf qu'elle est dénuée de matériel génétique, donc elle n'a pas la capacité d'entraîner une infection, mais elle va stimuler le système immunitaire finalement comme le virus lui-même. Et donc dans les vaccins, on va avoir ces pseudoparticules virales, qui sont donc des protéines produites par culture cellulaire sur différents types de milieux de culture, et qui vont être ensuite associés à un adjuvant, soit d'aluminium pour les vaccins développés par Merck, soit un autre adjuvant pour les vaccins développés par GSK. Alors, on a différents vaccins. Les premiers vaccins qui ont été développés sont des vaccins qui ciblaient essentiellement les HPV oncogènes les plus fréquents, c'est-à-dire les HPV 16 et 18 pour le vaccin bivalent de GSK, et auxquels étaient associés deux autres génotypes, les HPV 6 et 11, qui sont responsables des condylomes génitaux, pour le vaccin de première génération de Merck, qui était un vaccin quadrivalent. Et puis ensuite, donc, ont été développés un vaccin à 9 valences, qui associe donc aux génotypes 16 et 18 oncogènes 5 autres génotypes oncogènes, ce qui permet de couvrir plus largement la prévention de la très grande majorité aujourd'hui des cancers qui sont HPV induits. Alors quand on s'intéresse à l'efficacité du vaccin, il faut bien avoir en tête l'histoire naturelle de ces infections, avec en fait une durée d'infection qui va être
relativement longue avant d'arriver au cancer, ce qui permet d'une part de pouvoir accéder à la prévention, mais qui va aussi nécessiter d'avoir un laps de temps important pour pouvoir démontrer l'efficacité du vaccin, non seulement sur les lésions précancéreuses, mais aussi sur le cancer invasif du col de l'utérus. Et donc on considère globalement qu'il faut environ une vingtaine d'années entre l'infection et la survenue du cancer, ce qui explique que finalement la survenue du cancer va arriver le plus souvent chez les femmes à partir de l'âge de 40 ans. Et quand on va s'intéresser aux bénéfices de la vaccination, là aussi, on va avoir un temps et un délai important entre le moment où on va mettre en place une campagne de vaccination et le moment où on va pouvoir évaluer ce bénéfice, non seulement sur la survenue des infections ou des dysplasies du col, mais aussi, bien sûr, surtout sur le cancer du col de l'utérus. Et c'est aujourd'hui, en fait, maintenant, qu'on a les premiers résultats de l'impact de la vaccination sur le cancer du col de l'utérus, puisque les industriels avaient développé des vaccins avec comme critère d'évaluation l'impact sur les dysplasies et non pas sur le cancer, ce qui aurait pris beaucoup plus de temps. Alors on a maintenant ces données que je vais vous montrer rapidement et qui évidemment soutiennent la nécessité et l'importance de mettre en place une vaccination généralisée vis-à-vis de l'HPV. Les premières données qui ont été disponibles pour ces études, ce qu'on appelle d'impact, c'est-à-dire des études en vie réelle de la vaccination, c'est les données qu'on a obtenues en Australie où ont été observées l'impact qu'avait la vaccination, un programme de vaccination chez les jeunes femmes entre 18 et 24 ans, et ils ont montré que avec la vaccination, ils observaient une diminution très importante des infections par les génotypes vaccinaux. Vous voyez ici une diminution très importante dans cette population de femmes jeunes, alors que les génotypes qui n'étaient pas compris dans le vaccin n'avaient pas bougé, donc ça n'était pas lié à autre chose qu'à la vaccination. Et puis ensuite, on a eu les données qui ont été publiées assez récemment, avec des publications à la fois ici à partir de registres en Suède, et ensuite vous allez voir au Royaume-Uni. Et dans ces publications, les auteurs ont pu montrer qu'en comparant sur des registres l'incidence du cancer du col de l'utérus chez les femmes qui avaient été préalablement vaccinées à l'incidence chez les femmes qui n'avaient pas été vaccinées, on pouvait mettre en évidence une efficacité avec une réduction significative du risque de cancer du col de l'utérus. Et cette réduction, elle était d'autant plus importante que les jeunes femmes, les jeunes filles plutôt, avaient été vaccinées précocement. Vous voyez, 88% d'efficacité quand les jeunes filles avaient été vaccinées avant l'âge de 17 ans, et une efficacité qui se maintenait mais qui était plus faible, 53%, lorsque la vaccination avait été réalisée après l'âge de 17 ans. En Suède, ils vaccinent jusqu'à 30 ans, donc on voit que même si on vaccine plus tard, on a une efficacité qui va être meilleure. Donc ça, c'est les premières publications. Donc pour la première fois, on a démontré l'efficacité de ce vaccin, non seulement sur les lésions précancéreuses, mais sur le cancer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment ces données qui sont extrêmement importantes pour justifier la mise en place de programmes de vaccination. Et puis ensuite, on a eu des données, cette fois-ci, du Royaume-Uni. Donc là aussi, c'est ce qu'on appelle ces études d'efficacité en vie réelle. Ce n'est pas des essais randomisés, c'est plutôt compliqué de pouvoir suivre des personnes aussi longtemps, mais c'est des études qui permettent de contrôler un certain nombre de biais et qui permettent d'apporter des informations extrêmement importantes. Donc là aussi, sur ces études au Royaume-Uni, on retrouve une très forte efficacité de la vaccination, avec une efficacité qui va être d'autant plus forte que la vaccination va être réalisée précocement, ce qui justifie complètement les recommandations de pouvoir vacciner le plus tôt possible, en tous les cas avant l'entrée dans la vie sexuelle, si on peut, pour avoir un maximum d'efficacité de cette vaccination. Et donc je vous en parlais au tout début, ces données aujourd'hui ont permis à certains modélisateurs de prévoir qu'à terme, on devrait pouvoir éliminer le cancer du col de l'utérus. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, on pourrait avoir deux stratégies, soit se contenter de la vaccination, soit
mettre en place la vaccination et assurer une couverture vaccinale élevée, mais aussi continuer le dépistage. Et vous voyez que c'est probablement l'association à la fois de la vaccination et de la poursuite du dépistage qui sera le plus efficace, avec peut-être à terme la possibilité d'éliminer ce cancer. Les perspectives, je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps, mais je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement importants. Les schémas aujourd'hui qui sont recommandés, c'est 2 doses quand on vaccine les adolescents jeunes, entre 11 et 13 ans, mais ensuite c'est 3 doses, mais il y a de plus en plus de données qui montrent que probablement une dose de vaccin serait intéressante. Et ça, c'est un point important, surtout pour les pays avec des ressources peut-être plus limitées, puisque c'est un vaccin qui reste quand même coûteux, et on pourra en discuter dans la suite de cette présentation, mais il y a de plus en plus de données qui vont dans ce sens. La deuxième question, c'est peut-être plus pour nous en France, puisque la vaccination est recommandée jusqu'à 19 ans, et le remboursement se fait jusqu'à 19 ans, mais pourquoi ne pas aller plus loin, surtout qu'on a, nous, par exemple, des couvertures vaccinales très faibles, et donc on a des générations de jeunes qui n'ont pas été vaccinés, et on sait que même si la vaccination va être moins efficace, malgré tout, elle reste efficace, et donc on se pose la question de savoir si ce serait intéressant d'étendre le remboursement de cette vaccination après l'âge de 19 ans. Et puis, dernier point, mais je ne vais pas l'aborder non plus ici, un certain nombre de travaux essayent d'évaluer l'intérêt de la vaccination en ce qu'on appelle prévention secondaire, donc chez des personnes qui ont des lésions liées à HPV, alors même que sur un plan physiopathologique, ce n'est pas tout à fait compréhensible, mais il y a un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'en vaccinant, chez des gens qui ont une dysplasie par exemple, eh bien, on pourrait limiter le risque de récidive en vaccinant en prévention secondaire. Je vais passer là-dessus parce qu'on n'a pas trop de temps. Je vais passer maintenant au virus de l'hépatite B. Donc l'hépatite B, là pour le coup, c'est un vaccin qui est beaucoup plus ancien. C'est un virus qui a été découvert en 1965. Là aussi, son découvreur a eu à cette occasion un prix Nobel de médecine. Il y a 10 génotypes. C'est la principale cause du cancer, du carcinome hépatocellulaire. Et en 2019, c'est environ 800 000 décès qui sont liés soit à une cirrhose, soit à un carcinome hépatocellulaire lié à l'hépatite B. La prévalence de l'antigène HBS dans le monde, elle est là aussi inégalement répartie, avec, vous savez, des pays à plus forte prévalence. Et le Maroc, ici, par exemple, est un pays où la prévalence est évaluée entre 1,2 et 2,5%. Les prévalences les plus élevées étant observées en Afrique subsaharienne, avec des prévalences qui peuvent être supérieures à 10%. Les risques de complications vont être variables selon l'âge auquel on s'infecte, avec un risque de passage à la chronicité qui est d'autant plus important qu'on est infecté précocement au cours de la vie. Et le risque, bien sûr, c'est l'hépatopathie chronique et la survenue d'un cancer hépatique. Les vaccins, ils sont anciens. Les premiers vaccins qui ont été disponibles l'ont été dans les années 80. C'était à l'origine de l'antigène HBS qui était issu de plasma de donneurs d'hépatite B antigène positif. Et puis ensuite, on a maintenant des vaccins à base de VLP, donc comme pour l'HPV, des vaccins très immunogènes, adjuvantés avec l'hydroxyde d'aluminium. Et puis il faut savoir que depuis plus récemment, il y a d'autres vaccins qui ont été développés, en particulier pour essayer d'augmenter l'immunogénicité dans des populations qui répondent moins bien. On a parlé tout à l'heure des sujets âgés. Il y a aussi toute une population d'immunodéprimés en particulier qui répondent moins bien et qui vont, s'ils s'infectent par l'hépatite B, présenter des risques plus importants de développer des hépatites B chroniques et les complications liées à cette infection. Alors l'efficacité, elle est extrêmement importante avec ce vaccin également. Et vous le savez, on l'a vu tout à l'heure dans le calendrier vaccinal au Maroc, c'est une vaccination qui est faite dès la naissance, c'est également le cas aux États-Unis, donc dans l'objectif, qui est l'objectif de l'OMS, d'élimination de l'hépatite B, avec une vaccination généralisée des nourrissons. En France, on a eu très rapidement des données sur l'efficacité. Ici, vous avez donc des données sur les transplantations pour hépatite B fulminante entre 1990 et 2003, donc ça a quasiment disparu depuis la mise en place de la vaccination. C'est une vaccination qui est obligatoire chez nous pour les professionnels de santé. Et vous voyez que là, c'est les données de la PHP. Et l'hépatite B professionnelle, c'était un vrai sujet, c'était vraiment
un sujet très important pour les soignants et aujourd'hui, grâce à la vaccination obligatoire, la survenue d'hépatite B professionnelle a disparu. On a ensuite des données qui viennent de pays où l'hépatite B présente des niveaux d'endémie plus importants. Ici, vous avez les données de l'impact de la vaccination hépatite B à Taïwan, en particulier donc, chez le jeune. Et vous voyez qu'on a un impact très important de la vaccination, que ce soit sur les infections hépatiques chroniques, sur l'hépatocarcinome, l'incidence de l'hépatocarcinome et sur la mortalité liée à l'hépatocarcinome. Je crois qu'avec ce vaccin, on n'a pas de doute. Et encore une fois, l'objectif de l'OMS, c'est l'élimination de l'hépatocarcinome lié à l'hépatite B. Et ça passe par des couvertures vaccinales extrêmement élevées. Nous, en France, avec les obligations vaccinales maintenant du nourrisson, vous savez qu'on a, depuis 2018, étendu les obligations vaccinales du nourrisson. L'hépatite B fait partie maintenant des obligations vaccinales chez le nourrisson. Et on a des couvertures vaccinales qui sont de l'ordre de 95%, l'objectif étant de pouvoir augmenter les couvertures vaccinales jusqu'à 100% et un rattrapage pour les générations qui n'ont pas été vaccinées. Dernier point, donc c'est plutôt une perspective pour l'avenir, c'est l'EBV. Donc là, on a vu, il arrive en 4e position dans la fréquence des cancers viraux-induits. Donc, qu'est-ce que c'est ce virus? C'est un virus à ADN qui fait partie donc, de la famille des herpès-virus. C'est le numéro 4 dans la famille des herpès-virus. Il est découvert depuis 1964 et il a été identifié en 1968 comme étant l'agent responsable de la mononucléose infectieuse. Très rapidement, ce virus a été reconnu comme étant en cause dans le cancer nasopharyngé, dans la maladie de Hodgkin, dans les lymphomes de Burkitt et puis plus récemment dans le carcinome gastrique. On estime que c'est environ 10% des cancers de l'estomac qui sont liés à EBV. L'élément peut-être le plus récent et qui laisse penser qu'un jour on va avoir un vaccin, c'est qu'en 2022, donc dans une publication de Science sur des données épidémiologiques, ce virus a été identifié comme ayant un rôle très important dans la survenue de la sclérose en plaques, comme étant le principal agent étiologique de la sclérose en plaques. Donc ça a, à ce moment-là, évidemment réactivé toutes les recherches qui patinaient un petit peu pour la mise en place d'un vaccin. Donc aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. C'est des infections qui sont extrêmement fréquentes. C'est un virus qui est transmis par voie salivaire. La primo-infection, lorsqu'elle survient chez le petit enfant, elle est le plus souvent asymptomatique, vous le savez, mais quand elle survient chez l'adolescent ou chez l'adulte, elle va donner des mononucléoses infectieuses qui peuvent parfois être accompagnées d'un retentissement important. C'est un virus persistant et donc on va avoir en termes de pathogénie, en cas de déficit immunitaire, des syndromes lymphoprolifératifs et chez l'individu immunocompétent, des cancers qu'on dit associés à EBV. On en a déjà parlé, le lymphome de Burkitt, certains lymphomes de Hodgkin et le carcinome du nasopharynx. Très rapidement, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, juste pour vous montrer sur cette diapositive les principales cibles antigéniques d'un vaccin EBV. Et ce qui a été utilisé majoritairement jusqu'à présent, c'est la glycoprotéine d'enveloppe avec ici, vous voyez, le complexe GP350-220 qui est capable d'induire des anticorps neutralisants. Mais aujourd'hui, les recherches se font plutôt vers des vaccins multicomposants, c'est-à-dire associant plusieurs protéines d'enveloppe avec l'idée potentiellement d'avoir une efficacité. Donc, vous avez sur cette diapo le nombre d'études précliniques donc pour la mise au point d'un candidat vaccin. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent sur le développement d'un vaccin EBV, mais quand on regarde ce qui se passe en clinique, pour l'instant, il y a très peu d'essais cliniques. J'ai trouvé sur le site de clinicaltrials.gouv uniquement 4 essais cliniques qui sont actuellement en cours. Il y en a 2 qui utilisent des vaccins utilisant la glycoprotéine d'enveloppe 350 adjuvantée. Et puis il y a surtout beaucoup d'espoir dans un vaccin ARN, le vaccin ARN permettant d'associer plusieurs composés, plusieurs protéines d'enveloppe, avec l'idée que ça va améliorer l'immunogénicité et la protection. Donc pour conclure, je pense que c'est vraiment des succès importants et ça augmente encore l'intérêt de la vaccination, même si on n'y en était pas convaincu. Alors c'est il faut
convaincre, souvent c'est plutôt les patients qu'on a en face de nous. Mais c'est vrai que c'est non seulement l'infection, mais c'est aussi ses complications sur le long terme, et là en particulier le cancer. EBV, je pense que compte tenu du fait que c'est un agent important pour la sclérose en plaques, c'est probablement un des prochains vaccins qu'on va avoir à disposition. Et puis bien sûr, ça ne peut marcher que si ces vaccins sont utilisés. Donc on a encore beaucoup de travail pour augmenter la couverture vaccinale, avec peut-être 2 points importants: faciliter l'accès de la vaccination, en particulier dans les pays à plus faible niveau de revenu. Plus rapidement, mais on sait que pour HPV, par exemple, ces vaccins sont très coûteux, ils sont encore très peu utilisés dans les pays à plus faible niveau de revenu, qui sont pourtant très impactés par ces cancers HPV induits et avec peu de moyens pour faire des dépistages de lésions précancéreuses. Et puis, bien sûr, en travaillant sur l'hésitation vaccinale, je pense qu'un des éléments, quand on veut essayer de convaincre les personnes hésitantes, c'est justement de pouvoir apporter les informations sur l'intérêt de la vaccination vis-à-vis des infections, mais aussi vis-à-vis de leurs complications. Voilà, je suis désolée d'avoir dépassé mon temps. Bravo, tu as fait moins de 26 minutes, vous avez 25 minutes, c'est excellent. Peut-être qu'avec cette discussion de 10 minutes que nous allons faire maintenant, donc on va passer aux questions, si vous voulez, professeur Macron, pour mettre à côté du professeur. Alors, le téléphone. S'il vous plaît, le micro ne marche pas. Vous voulez rester ici? Super. C'est vous qui voyez. Donc, oh là là, nous avons beaucoup de questions. Donc, intervention de moins de 15 secondes pour poser la question. Professeur Jaffal, vous pouvez commencer. Ensuite, professeur Jalil, Nordlil, Oussama et Serre. Voilà, donc nous avons 5 intervenants. Professeur Heiken. Merci beaucoup, je vais être très rapide. J'ai quand même 2 questions, je m'en excuse. Une pour Oustaz Mohamed et une pour professeur Launay. Juste après la Covid-19, les Marocains n'ont jamais été des vaccinosceptiques. Ils sont devenus un petit peu des vaccinaux. On a pris d'ailleurs l'exemple beaucoup sur la France, entre parenthèses. On est devenus des vaccinosceptiques. Et je voudrais avoir ton avis à ce sujet, comment on peut faire. Ma question pour le professeur Launay: le vaccin anti-HPV au Maroc est gratuit. Il est disponible dans tous les centres de santé. Le ministère a fait le boulot, on a acheté et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, et je vous remercie de ne pas avoir insisté sur le fait que ce soit une infection sexuellement transmissible. Parce que nous, notre couverture vaccinale, elle est probablement la plus faible des pays européens. Donc on a eu énormément de mal. D'une part parce qu'on a eu des recommandations qui ont été extrêmement compliquées, qui sont mises en place de façon graduelle. Et on a d'abord fait les petites filles, puis ensuite les petits garçons. Enfin bref, là, cette année, pour la première fois, la couverture vaccinale a augmenté. On a augmenté 17 points de la couverture vaccinale. Comment? En disant qu'on allait vacciner dans les collèges. Alors en fait, il y a eu très peu de vaccination dans les collèges, mais il y a eu énormément de communication parce que le président de la République a dit on va faire la vaccination, c'est très important la vaccination HPV, et on va vacciner dans les écoles, enfin dans les collèges. En fait, dans les collèges, il y a eu peu de vaccination. C'est sûrement pas ça qui augmente qui explique les 17 points. Par contre, le fait qu'il y ait une communication, qu'on puisse s'exprimer sur l'importance de cette vaccination, sur la prévention du cancer, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont pris conscience, et même les enfants, ils ont dit mais moi je veux aussi ce vaccin. Voilà, donc on n'est pas très bon, mais on s'est beaucoup amélioré, et vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il ne faut pas apporter ça sur le terrain de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. En France, ça a été ça aussi qui a été bloquant au départ. Aujourd'hui, on a beaucoup de recul sur la sécurité du vaccin, on a beaucoup de recul sur l'efficacité vis-à-vis du cancer du col de l'utérus, et franchement, il faut absolument communiquer pour que les parents acceptent et que les enfants demandent. Moi, quand je fais des cours aux étudiants à la fac en médecine, à la fin, j'ai des jeunes femmes qui viennent me voir en me disant « Moi, mes parents ont refusé que je me vaccine ». Et maintenant, elles se disent « C'est vraiment dommage ». Et quand elles ont plus de 20 ans, ça coûte 110 € la dose, donc c'est un certain budget. Merci. Donc,